Les histoires doivent-elles toutes parler de héros et de méchants ou encore se diriger vers une fin heureuse? La réponse est évidente et négative. Cela dit, j'ai trouvé ce dernier épisode de saison 2 particulièrement déprimant, et ce à plus d'un titre. Même si Ellie a facilité la fuite de Jessie et Dina en attirant les Séraphites à ses trousses dans le parc dans l'épisode 5, elle a ensuite décidé de s'engager seule dans l'hôpital afin d'y trouver Nora plutôt que de chercher à retrouver les deux autres au plus vite. Ce choix qui a fait passer la vengeance avant le fait de savoir comment Dina s'en sortait avec un carreau d'arbalète dans la cuisse se fait ressentir en creux, mais très durement lorsque Jessie est la seule personne en mesure de sauver Dina. Être présent pour Dina ne demande pas forcément plus de courage que de pourchasser une cible seule. En revanche, cela dénote une maturité et d'un sens des priorités autrement plus développé chez Jessie que chez Ellie. On verra plus tard que la sagesse de Jessie ne l'immunise pas au mal le plus répandu de cet univers de fiction comme d'une autre, mais il est certain que pour les siens, Jessie est celui sur qui on sait pouvoir compter. Et c'est dans les loges de la salle de spectacle qu'Ellie retrouve Dina, sa brown-eyed girl, pour reprendre le titre d'un tube de Van Morrison dont on voit une affiche. Il n'est pas anodin que la scène se tienne dans les loges. En effet, les loges sont l'endroit où on se prépare avant le spectacle, mais aussi celui où on vient se démaquiller après, et c'est l'impression que je retiens quand Dina prend soin du dos d'Ellie malgré sa propre blessure, et qu'elles sont face à leur reflet. Psychologiquement, Ellie est encore plus à vif que la peau de son dos. Dans cet état, à fleur de peau, elle révèle tout à Dina sur l'hôpital de Salt Lake City et lui offre un visage sans fard. La seule réponse de Dina quand elle comprend la motivation d'Abby et de son groupe consiste à souligner qu'elles doivent rentrer à Jackson, tandis que les deux jeunes femmes se recroquevillent, chacune sur leurs blessures respectives, au sens propre comme au sens figuré. On se demande si quelque chose est alors irrémédiablement brisé, alors que cet aveu survient tardivement. Malgré tout, c'est bien à Ellie que Dina offre son bracelet porte-bonheur et pas à Jessie, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille quant à son destin de fin d'épisode, le jour même où il devine qu'il devrait devenir père, ce dont il n'aura jamais l'occasion de parler avec Dina. La rue de Seattle est magnifiquement rendue, une autre illustration d'un département dans lequel la série a toujours maintenu une qualité exemplaire, celui de la décoration et des effets, qui donne l'illusion de cette ville transformée dans cette post-apocalypse, parfois étrangement belle. Le plan sur cette illustration d'un visage différent de la prophétesse que celui vu auparavant, prophétesse des Séraphites bien sûr, est une manière de souligner qu'elle est une figure déjà mythique qui dépasse l'héritage d'une seule et unique personne. On distingue aussi sur le même plan des passerelles de métal rouge entre les immeubles qui semblent constitués de morceaux de grues de chantier. Il s'agit ici apparemment d'un clin d'œil au jeu et à la fois d'un indice pour un passage qui serait sans doute à venir pour la saison 3. Cependant, j'avoue avoir des doutes quant au succès potentiel de cette saison 3, mais c'est un point à évoquer en fin de vidéo avec ce faux suspense laissé quant au destin d'Ellie. Une Ellie qui témoigne d'une forte ambivalence avec ce syndrome du sauveur sans doute en partie hérité de Joel et du rôle qu'il a joué auprès d'elle, un syndrome qui s'exprime quand le jeune Séraphite est emmené par les Wolves vers un destin tragique. Une ambivalence d'Ellie à laquelle je crois tout le monde a pensé avec cette scène, tandis qu'Ellie a fracassé et laissé un sort abominable Nora dans le sous-sol de l'hôpital, mais qu'elle souhaite par ailleurs risquer sa vie et celle de Jessie au moins pour venir au secours de l'adolescent. On peut se dire que c'est pour se prouver qu'elle a encore une conscience, mais sa réaction est quand même très instinctive, pas assez réfléchie, au goût de Jessie bien sûr. S'il a raison sur l'aspect tactique et la prise de risque inconsidérée, Jessie offre toutefois une justification terriblement cynique en dressant la sempiternelle barrière entre eux et nous. C'est leur guerre, pas la nôtre, ce qui implique que cet adolescent ne fait pas partie des nôtres et, conséquence directe, il serait acceptable de le laisser se faire emmener vers la torture et la mort sans doute, une sagesse apparente et un raisonnement qui mettent de côté toute notion d'humanité commune. C'est une vaste question bien sûr, car l'esprit humain n'est sans doute pas fait pour pouvoir supporter tous les malheurs du monde d'un côté, mais de l'autre, il est souvent consternant de constater la facilité avec laquelle nous-mêmes nous accommodons du sort terrifiant d'autres êtres humains sous prétexte qu'ils sont loin de nous. Et quand je dis loin de nous, je ne parle pas tant d'éloignement géographique que d'une notion relativement vague d'éloignement culturel, voire ethnique. Il est évident que c'est le mécanisme à l'œuvre quand la mort tragique d'un ou deux Français, par exemple, fera beaucoup plus réagir chez nous que les nouvelles épurations ethniques et autres massacres en cours, que ce soit au Soudan, à Gaza ou dans une moindre mesure en Ukraine. Et pas dans une moindre mesure dans le sens de la gravité, même si c'est un point tristement comptable qui pourrait sans doute se discuter, mais dans une moindre mesure car certains ont tendance à plus facilement exprimer de compassion pour des Ukrainiens, par exemple,
car ils sont perçus comme plus proches de nous que des Soudanais ou des Gazaouis, toujours sur ces mêmes critères culturels et ethniques. Ce mode de fonctionnement du nous contre eux est très précisément une des thématiques centrales que visent les créateurs de la série, et je n'extrapole pas ici, je m'appuie strictement sur leurs propos. C'est une question délicate, mais qui témoigne, de mon point de vue, d'une tendance qui participe au pire travers de nos civilisations. Du côté du quartier général des Wolves, on retrouve Isaac qui semble pour le moins inquiet et décontenancé par l'absence d'Abby, qu'il voit comme le futur de son groupe paramilitaire de merde, en pleine guerre avec un autre groupe de dangereux crétins, les Séraphites. Constater cette manière dont les humains s'entretuent à loisir tandis que le cordyceps colonise le monde ne pourrait pas mieux résumer les effets concrets du travers évoqué précédemment sur cette division du monde entre eux et nous. Cette scène permet aussi d'attirer l'attention des spectateurs sur les intentions réelles d'Abby et de son groupe. Ont-ils l'intention de déserter cette guerre stupide? Abby n'est-elle pas la soldate dévouée à la cause et prête à reprendre le flambeau qu'Isaac semble imaginer? Si la saison 3 est bien celle qui se concentre sur le chemin d'Abby, il faut tenter de poser des jalons pour piquer la curiosité du spectateur, mais je commence à douter que ce sera suffisant, mais on verra bien. Jessie et Ellie trouvent refuge dans une ancienne librairie. Jessie va s'installer sur un fauteuil au centre d'une fresque dédiée à Alice au pays des merveilles. Au-dessus de lui, on peut lire une célèbre réplique de la duchesse dans cette histoire. L'une de ses traductions est la suivante: « Tout a une morale si l'on cherche bien ». Comme souvent avec ce que disent les personnages du pays des merveilles, il ne faut pas prendre cette affirmation au pied de la lettre, et c'est même complètement l'inverse. Des tas d'événements en sont dénués de toute morale compréhensible. Le fait de placer Jessie non seulement sous cette phrase qui témoigne d'un monde n'ayant aucun sens, mais aussi juste en dessous de l'horloge du lapin blanc, vient nous annoncer que sa mort arrive très vite et qu'elle sera aussi injuste qu'injustifiée. Le fait qu'Ellie récupère le livre pour enfants intitulé « Le monstre » à la fin de ce livre est encore une manière de prévenir que le comportement monstrueux se cache potentiellement chez tout un chacun, et ici en particulier chez Ellie. En effet, à la fin de ce livre, le personnage Grover découvre que le monstre dont il a peur et veut retarder la révélation n'est autre que lui-même. On apprend que Jesse a hésité à quitter Jackson pour une jeune femme dont il était tombé amoureux, et on regrette très fort pour lui qu'il ne l'ait pas fait, tandis que la position de Tommy est identifiée au travers des transmissions radio. Ellie découvre la signification des deux mots extirpés de Nora, la roue et la baleine. Aussitôt, plutôt que de tirer les leçons de ses expériences et de sa transformation en monstre déjà bien entamée, elle décide d'abandonner Jesse et Tommy pour poursuivre la piste d'Abby. Dans leur face-à-face, Ellie et Jesse touchent des points sensibles entre l'obsession de Jesse pour sa communauté et son refus d'aider ceux qui n'en font pas partie, et l'égoïsme d'Ellie qui met tout en péril pour satisfaire sa soif de vengeance. Jesse révèle que c'est précisément ce pourquoi il a voté non au conseil, ce qui n'est pas une surprise en soi et qu'on devinait assez aisément au moment même du vote. De mon point de vue, jusqu'à ce point, le rythme de l'épisode est certes nerveux, mais il ne pose aucun problème. Malheureusement, à partir de là, tout va s'enchaîner très vite, quitte à laisser de côté certains spectateurs. C'est dommage car esthétiquement, les séquences sur l'eau sont très abouties, mais le départ de ces Wolves en bateau, suivi de celui d'Ellie, puis son naufrage express sur l'île, pile à côté de sa barque en bon état, avant de se faire repérer et capturer par des séraphites qui ont déjà un gibet tout prêt pour son sacrifice, en 2 temps 3 mouvements, c'est vraiment trop vite. La vidéo de coulisses révèle que dans le jeu, Ellie a failli avoir un passage sur cette île, et ce détour de la série serait une manière de donner un peu d'existence à ce détour manqué. Seulement voilà, si ce détour n'a pas été retenu dans le jeu, c'était sans doute pour de bonnes raisons, et cet ajout apparaît aussi artificiel que superflu dans l'épisode. La manière dont Ellie survit par pure chance permet de confirmer ce dont on se doutait déjà, à savoir l'assaut massif des Wolves contre les Séraphites, mais le déroulement reste peu plausible. En termes de signification, c'est encore l'occasion d'illustrer le fanatisme des Séraphites qui sont enfermés dans une version extrême du eux contre nous. C'est aussi une forme de signe du destin qui devrait pousser Ellie à renoncer, un avertissement qu'elle va évidemment ignorer. Dans les tréfonds du bâtiment de l'ancien aquarium, Ellie trouve les signes d'une amputation relativement récente. Étant donné que Mel a clairement des connaissances en médecine, on peut éventuellement supposer qu'elle était à l'œuvre. Quoi qu'il en soit, pour illustrer encore davantage que le monde est souvent dénué de la moindre morale, cette femme enceinte va être la victime collatérale du tir d'Ellie. Ce qui a été ajouté par rapport au jeu apparemment, c'est la demande de Mel à Ellie de tenter d'extraire son enfant à naître. Il est certain qu'il en résulte un mélange terrible entre urgence, impuissance et profond malaise face à la mort gratuite et imbécile de la mère et de l'enfant, renvoyant Ellie à sa double responsabilité. D'une part, elle est à l'origine de la situation, elle a tiré, et d'autre part, elle est totalement incapable de tenter quelque geste adapté que ce soit, ni même de mentir à Mel pour la rassurer
avant qu'elle ne meure. On peut sans doute dresser ici le parallèle avec la décision de Joel qui avait menti pour préserver Gale au moment de la mort de Jenna. Il va sans dire que l'impact psychologique sur Ellie est terrible du fait de la situation de Dina et de l'identification très instinctive qui s'ensuit. La scène de réconciliation entre Ellie et Jesse au bord de la Seine ne fait que renforcer le choc de sa mort soudaine. Ellie se retrouve face à une Abby armée et en colère, on devine une marque sur le cou de la jeune femme qui laisse supposer une tentative de strangulation ou une pendaison, encore un élément de plus à explorer en saison 3 de toute évidence. Ellie tente de négocier, d'attirer la colère d'Abby sur elle en prenant conscience un peu tardivement du danger extrême dans lequel elle a attiré ce qu'elle aime. La façon qu'Ellie a de dire non, non, non au moment du tir laisse supposer qu'elle craint davantage pour Dina, qui est sans doute sortie des loges pour tirer sur Abby, mais bon, il faudra attendre. Au moment de passer à Abby, on distingue sur elle un roman, Thieves of the City, de Ben Davidoff, qui est juste la version parallèle de City of Thieves de David Benioff, célèbre pour avoir été co-showrunner de Game of Thrones, et dont ce roman, qui se déroule à Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale, a servi d'inspiration pour certains éléments du jeu vidéo The Last of Us. L'apparition du titre Seattle Jour 1 laisse clairement entendre aux spectateurs ce à quoi s'attendre pour la saison 3 qui va suivre le parcours d'Abby en parallèle de celui d'Ellie en saison 2 à Seattle. Dans l'ensemble, sachant qu'il était difficile de passer après un épisode aussi réussi que le 6e, qui bénéficiait du retour de Pedro Pascal en Joel à l'écran, cet épisode 7 laisse un goût de précipitation inachevé. Pour les spectateurs qui ont très envie de connaître la suite et se sentent légitimement frustrés, le pire c'est de savoir que l'écriture de la saison 3 n'a même pas commencé, ce qui laisse supposer une date de diffusion pour 2027 au mieux. Des logiques économiques et autres contraintes de production et de planning expliquent ces délais entre saisons des séries prestige comme on dit, mais on voit bien que ce sujet revient souvent comme point de frustration chez les spectateurs, et à juste titre. Difficile de prévoir ce que la série pourra réunir comme hype et envie après une saison composant des moments très forts, mais aussi une ambiance relativement déprimante. Terminer une saison sur un cliffhanger n'a rien de nouveau ni d'inhabituel en soi, mais je me demande si le niveau de frustration n'est pas trop intense, faute d'une forme de conclusion intermédiaire, de récompense, faisant suite à la promesse de début de saison, promesse qui s'appuyait sur la vengeance et l'évolution d'Ellie en tant que personnage. Une question qui se pose avec d'autant plus d'acuité que Craig Mazin affirmait récemment qu'il semblait impossible de raconter la suite et fin en une seule saison 3, envisageant clairement donc une saison 4, un choix pour le moins hasardeux il me semble, mais directement lié à des saisons qui se raccourcissent. En effet, 2 saisons de 9 ou 10 épisodes chacune auraient très certainement suffi. Pour soutenir la vidéo et la chaîne, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut!